des horloges biologiques dans chacune de nos cellules, du foie, du rein, de la peau, du cœur, de la thyroïde, de tous les organes. Et ces horloges sont contrôlées par une horloge centrale située dans le cerveau à partir de la lumière que reçoivent nos rétines. Et donc à partir du moment où on rompt ces rythmes ancestraux, millénaires, séculaires, on est mal, on devient mal. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La révolution numérique est en train de profondément changer notre rapport au temps, ce qui a notamment des conséquences biologiques. Pour saisir les caractéristiques de ce phénomène, il faut adopter une approche aussi bien technique que philosophique. Malheureusement, ces deux éléments, autrefois abordés ensemble, sont désormais le plus souvent séparés. Heureusement, quelques experts ont encore le souci de combiner science et humanité. J'ai le plaisir de recevoir l'un d'entre eux, le professeur Guy Valencien. Guy Valencien, bonjour. Bonjour Olivier Bavo. Alors, vous êtes chirurgien émérite, membre de l'Académie de médecine, président de CHAM, qui pour ceux qui ne le savent pas est Convention Health Analysis and Management. Vous êtes aussi membre fondateur de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens. Alors, parmi vos nombreux ouvrages dont les titres sont des programmes à eux tout seuls, les hommes ont aussi leurs secrets, ont leurs secrets, en 98, la révolution médicale, vous êtes co-auteur là-dessus, la santé n'est pas un droit, la médecine sans médecin, Homo artificialis et tout récemment, en 2023, à la recherche du temps perçu, dont on va parler plus précisément. Mais tout d'abord, j'ai envie de parler de ce monde de l'après-Covid, de l'évolution liée au Covid. Elle a révélé évidemment cette pandémie, la faiblesse de notre système de santé, peut-être aussi ses forces. Elle a remis la santé au centre des politiques publiques. Et quel est le regard que vous portez sur ces 3 dernières années du point de vue de la santé publique dans l'après-Covid? Parce que je crois maintenant qu'on peut dire qu'on y est. Qu'est-ce qu'on peut dire de la santé en France? Gros sujet. Premièrement, que la Covid n'a fait que révéler une dégradation progressive depuis 25-30 ans du système de santé. On vivait sur un faux semblant de croire que nous étions les meilleurs au monde. On s'aperçoit que non. On a un système qui est divisé en 2 castes, privées et publiques, qui se font la guerre en permanence. Sauf parfois localement, il y a de quelques belles ententes, un peu comme Pépone et Don Camillo. mais sur le fond, on a un système en déshérence, profonde déshérence, qui refuse les évolutions nécessaires. C'est vrai que du côté privé, le paiement à l'acte, on le reverra peut-être, est à terme condamné. Il y a d'autres modes de rémunération beaucoup plus intelligents. Du côté du public, l'espèce de course à la tarification à l'activité sans évaluation de la pertinence des actes faits et de leur qualité ne marche pas. Donc il faut tout refonder. Et ça demande un courage politique assumé. Et aujourd'hui, on a l'impression que les choses ne sont pas là, quoi. On a peur, on voit bien qu'il faut, paraît-il, aller avec des petits pas, ne pas déranger tout le monde, alors qu'il faudrait véritablement une profonde mutation du système, collant au terrain, laissant les hommes et les femmes qui assurent le système de santé libres de leurs actions, quitte à ce que l'État reste bien évidemment le garant de la qualité, mais qu'il arrête d'intervenir à tout bout de champ. Les nouveaux usages de santé comme la téléconsultation qui sont développés un petit peu plus pendant la pandémie, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que la pandémie a comme été un accélérateur finalement de ces nouveaux usages? Est-ce qu'il y a une forme de e-santé qui est enfin en train d'émerger, dossier médical partagé qui va enfin se déployer, la consultation électronique si je ne me trompe pas aussi qui va apparaître? Tout à fait. Alors la télésanté est un bien, il faut bien voir qu'on entend les discours des Antilles et de ceux qui doivent payer parce qu'en disant ils vont en faire tous les jours, tout le temps pour n'importe quoi, mais c'est un bien. Pourquoi? Parce qu'on sait que la première chose qui compte dans une relation entre patient et professionnel de santé, c'est l'interrogatoire, l'entretien. 70% de l'entretien. Et mon ancien collègue, célèbre médecin, William Osler, disait à ses internes, écoute le patient, écoute-le longuement, il te donnera le diagnostic. 20 à 25%, ce sont les examens complémentaires, biologie et imagerie, qui détectent avant la présence des symptômes même. Et simplement la clinique, la fameuse clinique, l'examen clinique,
ne sert quasiment plus à rien, sauf dans certaines spécialités comme la neurologie par exemple. Mais donc on est dans un changement complet. Le médecin qui doit examiner tous les jours et à chaque fois son malade, non. Mais l'interrogatoire, la discussion, et ça on le fait très bien en télétransmission. Bien sûr. On n'a pas besoin d'être en présentiel. Évidemment. La question des déserts médicaux, en revanche, semble plus insoluble que jamais. Les déserts médicaux, mais en gros, on se plaint, on est là parce qu'il faudra un médecin sur le paillasson de sa porte dans la ferme la plus reculée de la vallée la plus perdue. Non, c'est pas possible. Je pense que nous avons un nombre de médecins qu'il va falloir augmenter, non pas en termes de nombre de postes de médecins, mais en termes de médecins tout court, parce qu'aujourd'hui, la jeune génération ne veut plus travailler 60 ou 70 heures comme les anciens dont je fais partie. Et donc, elle va travailler 35-40 heures, ce qu'il faudra donc amener à 1,5 à 2 médecins pour un poste aujourd'hui. Mais sinon, il y a à peu près 50 000 médecins généralistes en France. Le poste, c'est amplement suffisant à condition qu'on laisse faire les autres professionnels, les pharmaciens, les infirmières en pratique avancée ou les infirmiers même sans pratique avancée qui ont une très belle expérience. Les infirmiers sont celles et ceux qui voient les patients dans leur environnement. Moi, je n'ai jamais consulté dans un appartement, dans une maison. J'étais dans un bureau. Et eux voient les malades le matin à 8 heures pour la toilette, à midi pour le médicament, à 16 heures pour la piqûre, à 20 heures pour voir comment les choses se passent. Ils ont donc une connaissance intime des malades dans l'environnement, beaucoup plus que les médecins. Donc faisons leur confiance. Et là, il y a 130 000 infirmiers libéraux, plus les infirmiers hospitaliers. On a donc un nombre de professionnels, globalement, qui se tient à condition de les motiver. Parce qu'on voit pas mal d'infirmiers qui quittent le métier, qui en ont assez d'être sous la coupe systématique des médecins, qui en ont assez de ne pas être reconnus, de ne pas avoir la liberté suffisante de faire. Comment voyez-vous la santé évoluer dans les prochaines années? Alors peut-être qu'il faut distinguer d'ailleurs le souhait et la prévision, c'est pas exactement la même chose. Et puis quelle est là-dedans évidemment la place de l'intelligence artificielle, des nouveaux outils peut-être d'assistance à la santé? Alors, disons qu'il y a un petit progrès sémantique de fait puisqu'on a maintenant un ministère de la Santé et de la Prévention. Enfin, on parle de prévention. Symboliquement, c'est fort. C'est fort. Mais la santé, c'est plus que ça encore. C'est la prévention, le soin et la réhabilitation, dont on ne parle pas assez. Tout ce qui est du médico-social, le retour à la vie active et haute et à la vie civile par rapport à une maladie. Donc voilà ce qu'il va falloir créer. De nouveau, nous n'avons pas de prévention parce que nous avons un système qui est basé sur le soin. On a une assurance maladie. Il va falloir passer de l'assurance maladie à l'assurance santé. Et on a un ministère des maladies, mais qui devient maintenant ministère de la santé et de la prévention. Donc il faut faire un gros effort sur la prévention. Seulement la prévention, c'est du long terme. C'est parfois 20 ou 30 ans avant d'avoir les effets. Ça n'intéresse guère généralement le politique, qui lui est à 6 mois de résultats. C'est pour ça qu'on a mis tant de temps. Mais les pays qui ont foncé dans la prévention en sont contents et ont des populations qui globalement vont mieux, donc des dépenses de santé moindres. En vous écoutant, on se dit que la fameuse médecine des 4 P, prédictive, participative, personnalisée, préventive, on en est quand même très très loin encore. Oui, bien sûr, parce qu'on ne met pas à disposition tous les outils et toutes les connexions possibles que l'on pourrait avoir, avec les dangers que l'on connaît aussi, du flicage insupportable et de la perte de la liberté de l'individu par rapport à toutes ces données. On lui dirait attention, tu as fait 10 pas de plus qu'il fallait aujourd'hui, ou au contraire tu n'as pas monté tes 5 escaliers, donc tu vas être puni, on va t'augmenter ton assurance de temps. Donc, mais tout ça est à voir avec prudence et intelligence, de façon à ce qu'on puisse obtenir de meilleurs résultats en termes de santé publique. Nous ne sommes pas bons. Par rapport à nos voisins? Non, nous sommes bons. Globalement, nous sommes assez bons en Europe, notamment, puisque on a un espoir de vie de près de 85 ans pour les femmes et de près de 80 ans pour les hommes. On est bien. Mais en espoir de vie en bonne santé, nous sommes à 64 ans, les Suédois sont à 72. 8 ans de différence entre les hommes en bonne santé en France et en Suède. Donc là, on a des gros progrès à faire. On boit trop, on fume trop, on se drogue trop. J'avais envie de dire les différences au moment du débat sur la réforme des retraites, les différences d'espérance de vie entre professions sont quand même assez frappantes. Ah, c'est sidérant. Sachant que je crois que ce sont les enseignants qui vivent le plus longtemps. Oui. Il y a une belle... Les différences ne peuvent pas s'expliquer par la pénibilité du métier uniquement. Il y a des effets comportementaux. Ah, complètement. Il y a des traditions, des habitudes que l'on connaît. Mais il y avait une belle étude qui avait été faite par, j'ai perdu son nom, mais
un géographe de la santé, et qui avait montré, je ne sais plus quelle ligne de métro, la ligne nord-sud, enfin ce que j'appelle, ça doit être la 4, oui, non, le RER. Depuis la banlieue sud, Paris et la banlieue nord, et montrant en fonction des stations l'âge de mort des individus. Et c'était sidérant. Il y avait 10 ans de différence. 10 ans de différence. 10 ans de différence, oui. C'est énorme. Oui, tout à fait. Parce qu'on a des traditions d'alcool, des traditions de tabac, des traditions de bagarre, dans certains endroits qu'on n'a pas dans d'autres. Ouais. Alors j'ai envie d'en venir à votre dernier essai, où on va parler de rythme chronobiologique, d'inadaptation à notre époque. Donc dans vos derniers essais, vous pointez les risques d'un temps chronométrique qui va violer nos rythmes ancestraux quand même, rien de moins, et dont on devrait s'inquiéter au moins autant que du changement climatique. Donc pour vous, la révolution numérique, ces nouvelles habitudes font peser un risque anthropologique sur notre espèce? Alors, c'est pas la révolution numérique, c'est l'accélération globale de la vie des hommes depuis un siècle et demi. En 1800, avant que le train n'arrive, la diligence qui faisait Paris-Lyon n'allait pas plus vite que le char des jeux du cirque romain. Donc l'homme, enfin Homo sapiens, et l'homme depuis qu'il est devenu, depuis 12 000 ans qu'il s'est un peu sédentarisé, est resté sur des rythmes identiques, reposant sur une vitesse acceptable, et sur des rapports à la lumière qui étaient des rapports naturels. On éteignait la nuit les bougies parce qu'elles coûtaient cher. Les villes étaient dans le noir. Aujourd'hui, nous avons à la fois une accélération de la vitesse dans les actions humaines, quelles qu'elles soient, dans le travail, dans la vie active, dans le transport, dans l'économie. On court. Et deuxièmement, on a rompu avec les rythmes biologiques d'alternance d'ombre et de lumière qui nous façonnent. Nos corps sont faits pour ça. Sachez que nous avons dans la quasi-totalité de nos cellules, nous avons 30 000 milliards de cellules. Nous avons des horloges biologiques. Alors elles ne sont pas avec un cadran, mais nous avons des horloges biologiques dans chacune de nos cellules, du foie, du rein, de la peau, du cœur, de la thyroïde, de tous les organes. Et ces horloges sont contrôlées par une horloge centrale située dans le cerveau à partir de la lumière que reçoivent nos rétines. Et donc à partir du moment où on rompt ces rythmes ancestraux, millénaires, séculaires, on est mal, on devient mal. On aboutit à une augmentation du stress, à la dépression et à des pathologies somatiques aussi. On sait qu'il y a plus de cancer du sein chez les hommes et chez les femmes postés la nuit, dont les infirmières. Oui, le travail de nuit a un impact sur la santé. Tout à fait, on le sait. Donc il y a des conséquences physiques importantes à cette dérégulation du rapport au temps. Alors, vous appelez de vos voeux un ralentissement. Alors c'est peu dire que pour l'instant il n'est pas à l'ordre du jour quand on voit que le problème du train c'est de gagner quelques minutes sur tel trajet, qu'on en est tous à compter la façon dont on va pouvoir le plus rapidement possible soit avoir accès au contenu de façon immédiate, soit pouvoir effectivement voyager de plus en plus vite. En quoi cette idée de ralentissement est foncièrement différente de ce que certains écologistes prônent, à savoir une forme de décroissance? Alors, tout à fait. Je ne suis pas du tout un adepte d'Yves Cochet qui voulait revenir à la charrette à cheval, parce que d'abord, le cheval, il faut l'entretenir et en plus, il faut naver le crottin. Là, on revient au rythme traditionnel avec la charrette à cheval, on est d'accord? Oui, on revient au rythme traditionnel, mais avec leurs allumés. Je ne suis pas pour ça. Je pense qu'on peut très bien avoir un TGV qui, en même temps, nous rapproche et qui permet à des équipes, par exemple, de soins hautes d'aller d'un endroit à l'autre rapidement. Pourquoi pas ça? On n'est pas dérangé. Dans le train, on garde le même rythme. On ne court pas forcément pour aller à la gare. En revanche, il y a tout un pan d'activités que l'on pourrait faire de façon plus calme, plus ordonnée, et ne serait-ce que personnelle, dans notre vie personnelle. Donc je ne suis pas de ceux qui disent il faut tout arrêter, et je ne suis pas un décroissantiste. Je pense qu'il nous faut, non pas, ralentir. Il faut œuvrer à nos rythmes. Ce n'est pas la même chose. Œuvrer à nos rythmes et retrouver ces rythmes qu'on est en train d'agresser, mais considérablement. Alors vous me direz, Darwin le savait, et ceux qui résisteront seront les êtres humains de demain. Dont acte. Mais est-ce une raison pour s'aborder les autres? Non, je ne le crois pas. Donc je pense qu'on doit pouvoir combiner une économie adaptée à nos besoins, non pas forcément à nos délires. On a les burn-out dont on a l'impression qu'ils se multiplient, est-ce qu'ils sont justement
représentatif, les conséquences de cette déconnexion entre notre rythme biologique naturel et puis... Alors oui, pas mal d'études le disent, de cette déconnexion, de cette précipitation qui empêche de réfléchir, de cette absence de sens. On parle tellement aujourd'hui de sens, les métiers n'ont plus de sens. Oui, parce que personne n'indique là où on veut aller. Nous, c'est ce que je dis dans mon livre, on court, mais on va où? On ne le sait plus. En tout cas, dans notre vieille Europe, qui fut quand même à l'origine des Lumières et autres, nous sommes en perte d'idées pour essayer d'aller quelque part. Or, ce quelque part, quel est-il? Il est quand même de s'occuper des hommes et des femmes de ce monde qui ont faim. Enfin, que l'on meure de faim en 2023 est le plus grand des scandales qui puisse exister. C'est inadmissible. Que l'on meure de maladie parce qu'on n'a pas eu les soins nécessaires, ou on n'a pas eu les vaccinations nécessaires dans certains pays que je connais, où j'ai fait pas mal d'humanitaire en Afrique, quand j'étais encore en exercice, c'est pour moi le scandale de scandale. J'ai vécu des épidémies des grippes, des milliers de gamins morts. Tout ça parce que les vaccins qu'on apportait étaient en nombre insuffisant, et tenez-vous bien, surtout ils arrivaient à Dakar, restaient je ne sais pas combien de jours dans des containers sur le port à 40 degrés, étaient balancés dans des dispensaires sans froid ni rien, on injectait on ne sait pas quoi. Et je trouve ça, pour moi c'est le scandale du scandale, Julien. Comment se fait-il que l'homme occidental, que les hommes occidentaux que nous sommes, aient été incapables d'améliorer beaucoup plus fortement le statut de ceux qui ne demandent qu'une chose, c'est à vivre en ayant accès à l'eau, au pain et au travail. Finalement, on a été beaucoup plus préoccupé par l'idée d'accélérer que de celui de développer des solidarités efficaces. Exactement. Or, les solidarités sont le moyen de l'économie. Je suis un libéral. Et je dis, mais l'économie doit s'occuper des solidarités parce que c'est là où on pourra vendre des produits qui seront intelligents. Les notifications de nos smartphones, tout ce qui donne les doses d'endorphines distribuées à volonté par les plateformes sociales, est-ce que c'est en train de modifier notre façon de fonctionner, notre métabolisme? Ah, mais complètement. Complètement. Alors déjà, smartphone et écran d'ordinateur, plus la lumière permanente des villes, on ne voit plus les étoiles à Paris. Vous ne voyez pas les étoiles à Paris. Il y a peu d'endroits en France où on voit les étoiles. Il y a peu d'endroits. Il faut vraiment être dans la campagne la plus profonde ou au-dessus de 1000 mètres. Oui, dans le sud-ouest un peu. Oui, mais on ne connaît plus les étoiles. On n'a plus de relation avec les étoiles. Or, nous sommes des êtres cosmiques. Nous sommes faits des 4 molécules qui existent dans l'univers, comme je l'ai décrit dans le livre, le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Nous sommes faits de rien. 4 molécules qui composent tous les êtres vivants que nous sommes. Et quand je dis vivants, je vais très au-delà des animaux et des bactéries et des virus. Je dis même qu'à la limite, est-ce que la matière n'a pas une partie de vivante? On la considère comme inerte. Mais elle bouge, elle se transforme elle aussi, mais sur des durées telles qu'on ne le voit pas toujours. Mais elle est faite des mêmes molécules. Donc nous sommes dans le cosmos et par notre hubris, lié à notre intelligence en même temps, nous voulons dominer ce cosmos et cela est impossible. On voit bien que la moindre éruption est capable de nous dézinguer complètement. Nous sommes des Lilliputiens dans un univers gigantesque et qu'il faudrait savoir respecter. Et pour le respecter, il faut arrêter d'être devant des écrans en permanence qui illuminent nos rétines et les cellules à mélanopsine qui sont excitées et qui vont transformer complètement par le biais des hormones qui sont ensuite réinjectées dans les organismes de nos corps, une espèce de dérégulation des systèmes. Nous sommes faits pour vivre. Regardez l'obésité. Une des raisons de l'obésité, au-delà de la malbouffe, c'est pas tellement la malbouffe, c'est qu'on n'a plus de repas. Les gens mangent n'importe quand, n'importe quoi. Nous avions avant petit déjeuner, goûter, dîner, et voire souper, avec des horaires, laissant le temps aux organes de faire leur boulot. L'intestin se régule, il a des horaires. La vessie a ses horaires. Tous les organes ont leurs horaires, ont leurs horloges. Respectons-le, parce que sinon nos corps vont devenir n'importe quoi. Et on voit bien la dégradation psychique et physique qui se fait peu à peu. Vous présentez Sapiens, Homo sapiens, comme une espèce qui présente à l'origine beaucoup de faiblesses biologiques, mais qui finalement a gagné grâce à son intellect, au langage, sa capacité de représentation. Déjà, est-ce que l'avènement de l'IA peut pas être une forme de remise en cause de ce levier principal, donc on était
les seuls à avoir. Est-ce que justement cette faiblesse aujourd'hui dans le monde moderne, enfin, ce qui a fait notre force dans le monde moderne ne devient pas en quelque sorte notre faiblesse aujourd'hui? Alors l'IA. D'abord, je déteste le terme intelligence artificielle. C'était, je ne sais plus qui, c'était Marc Minsky, je crois bien, qui avait dit ça lors d'un fameux congrès. Mais non, nous sommes dans l'imitation artificielle, mais avec une puissance de calcul et une vitesse de calcul qui dépasse nos cerveaux. Mais l'homme est incroyable. Il est capable de décider avec un minimum d'items par rapport à l'IA. L'IA, si vous ne lui injectez pas un paquet de données, elle est catastrophique dans son résultat. Mais catastrophique. Nous, avec parfois quelques 2-3 idées comme ça, hop, on est capable de foncer. Et l'IA n'aura jamais d'intuition. Je ne crois pas du tout à l'arrivée d'une conscience artificielle. Je n'y crois pas parce que la complexité de nos cerveaux est telle que nous sommes en permanence en transformation. Je veux dire, l'intelligence artificielle reste figée. Même si on lui injecte, elle reste figée. Donc je suis très rassuré sur le fait qu'elle nous aidera, elle nous dégagera des tâches qui peuvent être faites sans nous, et en revanche, elle nous libérera pour aller encore plus à de créativité, d'intuition et d'intelligence et d'invention. J'en suis convaincu, il faut l'accepter, il ne faut pas la prendre pour un danger, à ceci près que certains peuvent l'utiliser, effectivement, soit les hackers, qui pourraient nous dézinguer. Je suis extrêmement prudent sur ce qui se fait en termes d'implantation cérébrale. Oui, bien sûr, pour réparer l'homme malade, oui, le parkinsonien qu'on électrifie et qui ne tremble plus, merveille. Mais on va aller à l'augmentation de l'homme sain. Et ça, je m'y opposerai de toutes mes forces. Parce que je sais que je serai alors l'objet de ceux qui m'auront implanté une des puces ou des hackers. Et il n'est pas question pour moi. Je veux rester tel que je suis avec mes erreurs, avec ma lenteur, mais pas question qu'on me puce le cerveau pour avoir plus de mémoire ou plus de cognition. J'en ai rien à faire. C'est pas ça qui fait l'homme, finalement. Ce qui fait l'homme, c'est la relation. Nous sommes des êtres de relation, comme tout ce qui existe dans l'univers, qui n'est fait que de relations, de l'infinitésimal aux plus grandes longueurs. Nous sommes en permanence dans du quantique. Nous réagissons avec des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, très bien, mais oui, on s'en rend pas compte, mais on est comme ça. Laissons faire, nous sommes des tout petits, mais avec cette capacité, effectivement, d'avoir pu, en partie, transformer, nous sommes les premiers du monde vivant à avoir pu transformer le monde dans lequel nous étions. Mais attention à ne pas aller trop loin dans cette transformation, ça pourrait nous retomber en boomerang très très vite. On le voit avec le climat en particulier, mais finalement, votre essai est un essai anti-transhumaniste. Oui. Alors, je suis totalement anti-transhumaniste. Laurent Alexandre dirait un essai bioconservateur. Oui, c'est ça, exactement. Mon ami Laurent dirait cela. Je dirais, mais écoute, on en discute, tout à fait. Mais je suis tout à fait contre le transhumanisme, tout en étant un féroce partisan du développement de toutes les technologies possibles pour réparer l'homme malade, blessé ou handicapé, bien évidemment. Mais alors, vous me direz, qu'est-ce que l'homme sain ? Oui, j'allais exactement dire ça. Le normal et le pathologique de Canguilhem, c'est ça, hein? Mais exactement, parce que et l'homme sain n'existe pas, parce qu'on est tous tordus quelque part. Hein. Ça n'existe pas. Là. Le parfait bonheur physique, psychique et social. Citez-moi un. Mais c'est pas la caractéristique. Montrez-le-moi, je lui serre la main. Est-ce que c'est pas cette imperfection, mais voilà. Finalement, cette maladie, cette anormalité potentielle mais il faut nous la laisser, c'est aussi notre caractéristique, oui. Mais oui, bien sûr, c'est notre image de marque en même temps. Donc il n'y a pas de norme, de normalité humaine véritablement. Donc on est tous un petit peu malades, mais attention à ne pas jouer sur ces mots pour voir certains dominer le monde à partir d'implantations hasardeuses. Oui, il y a derrière des capacités de prise de contrôle, effectivement, qui sont... Je me méfie d'Elon Musk pour ça, parce que j'ai pas du tout aimé son espèce de moratoire en disant « Arrêtons tout, là, pendant 6 mois, on réfléchit. » Ridicule. Qui d'ailleurs était un peu hypocrite, puisque une semaine après, il annonce qu'il va aller encore plus vite. Il va aller... Oui, exactement. Et puis Neuralink, il a... GPT, voilà, et il démarre avec Neuralink des implantations de puces dans le cerveau. Alors, de malades.
Donc je dis bravo, là il s'occupe... Oui, mais c'est comme ça que ça commencera. Mais ça commencera par les pathologiques et ça viendra à nous. De la même façon qu'on commence par faire de l'eugénisme exact. Pour éviter les maladies graves. Exactement. Et puis après on le fera pour choisir la couleur des yeux et donc, plein d'autres choses. Grosse prudence à cela. Et je pense que là, l'Europe et la transition européenne que nous avons ferait bien d'élever plus sa voix. Elle régule, mais elle régule d'une façon qui me désespère. D'abord parce qu'elle n'a pas les outils. Donc c'est facile de réguler quand on n'a pas les outils. Et deuxièmement, elle régule de façon un peu caricaturale. Je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question de savoir ce qu'on va faire de tous ces outils ensemble. Et ça, voilà, on a des petites régulations à la petite semaine en fonction de ce qui a été fait chez Google, Apple, Amazon, mais c'est maigre, c'est petit. Alors que nous avons tous les ingénieurs possibles et imaginables capables de faire. Alors on parlait des risques de contrôle et justement dans votre essai vous présentez la liberté comme un bien en voie de disparition, la surabondance des choix, différentes incitations, des formes peut-être pernicieuses d'influence font que selon vous la liberté est aujourd'hui menacée. Oui, on voit de plus en plus la pub. Oui. La pub est quand même un grand moyen de pression. Sournoise sur les individus pour les amener à consommer du n'importe quoi. Et je pense qu'on va trop loin là, dans ce sens-là. Je serais de ceux qui seraient assez virulents contre tout ce que l'on peut vendre qui n'a aucune utilité quand on voit, je le répète par rapport à ce que je disais avant, par rapport aux besoins incroyables et au manque désespérant de certaines populations. Donc notre liberté, elle est dans le fait de... Elle est, une fois de plus, dans la relation, c'est tout. Et probablement dans ce mode dans la relation, je dirais que, là encore, notre vieille Europe, qui a eu les droits de l'homme, qui a lancé les droits de l'homme, en est arrivé à ce que maintenant nous soyons dans le « je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux ». Et il n'y a plus de sens commun. C'est ce que disent les gens quand il y a une perte, quand ils disent je n'ai plus de sens dans mon métier. Il n'y a plus de sens commun. Donc on est là à faire dans ces petites sectes qui se voient entre eux grâce aux différents outils numériques qui permettent de faire des petites coalitions minables. Et il n'y a plus de grands desseins. Nous avions des grands desseins religieux, ils ont disparu. Le catholicisme s'écroule en Europe. Nous avions des grands desseins politiques. Communisme, qui a fait rêver quand même un certain nombre, terminé. On a bien vu le désastre. Et donc, en dehors de ce que j'appelle de ces églises, il n'y a plus rien. Si, des petites sectes qui germent partout. Et je m'inquiète de nos libertés, en ce sens que, pour être libre, il faut accepter des contraintes. C'est curieux, mais c'est comme ça. Si on n'accepte pas des contraintes sociales, il n'y a pas de liberté personnelle. Et de croire que la liberté personnelle est justement de faire ce qu'on veut, quand on le veut, avec qui on veut et où on veut, est une erreur. Et qu'à l'école, on devrait apprendre aux gamins à être ensemble. C'est ce que savent très bien faire encore les sociétés traditionnelles, que ce soit asiatiques ou africaines, où l'individu en Asie, j'ai été longtemps en Chine pour former mes collègues, depuis 40 ans, je l'ai vu évoluer, l'individu n'existe pas. C'est l'extrême inverse. Il faut bien se méfier de ce qu'on dit par rapport à la Chine. C'est le groupe qui existe. Et le groupe et l'individu ne doit pas bouleverser le cosmos. Il doit rester dans le cosmos à sa place. Nous avons un individu qui viole le cosmos, qui veut le bousculer pour essayer de prendre sa place. Ça ne marchera pas. Donc je pense qu'on aura beaucoup à apprendre de ces civilisations orientales par rapport aux nôtres, vers un espèce de mix, et de retrouver une part d'individualisme comme nous l'avons, mais une part de solidarité plus grande. Puis, le chemin que vous proposez, c'est un peu une ligne de crête, parce que solidarité traditionnelle, peut-être retour à des formes de téléologie qu'on a perdues, c'est-à-dire de but, rythme naturel, et tout ça tout en étant dans le monde technologique dans lequel on est aujourd'hui. Mais oui, mais comment on fait? Mais exactement, mais je suis convaincu, on adapte les technologies à ces besoins-là, mais complètement. Elles doivent être faites pour ça, pour nous aider à aller encore plus vers cela. Non, donc je ne suis pas antinomique du tout. C'est-à-dire que la technologie pourrait nous aider à retrouver ces formes de solidarité. Complètement. Elle va nous libérer d'un regardez les réseaux sociaux, on espérait que ce serait ça, que ce serait... mais attendez, les réseaux sociaux, mais moi je suis de ceux qui considèrent qu'il est scandaleux qu'il n'y ait pas une identité sur quand vous parlez, quand vous écrivez. Oui. Enfin, la moindre des choses, c'est savoir qui vous êtes. Et qu'on vous dise ça suffit.
Et qu'il y ait une amende. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Je prends un pseudo et je vais dire, mais Olivier Babot, pourri, vendu, oui, n'importe quoi. Ça arrive, mais si j'ai bien compris, il y a beaucoup de personnes n'est vraiment anonyme sur Internet, contrairement à ce que beaucoup d'anonymes pensent. On arrive à les retrouver. Oui, mais on ne veut pas. Hein, bien sûr qu'on peut, parce qu'il faut toujours s'inscrire. Enfin, en gros, quand même, moi, il m'est arrivé aussi d'être sacrément attaqué. J'en ai pris l'habitude. À la limite, on ne répond plus. De nos jours, dès qu'on est un peu public. Et voilà. Mais c'est insupportable. Ouais. C'est une violence gratuite inimaginable. Et je pense que la première chose serait à la rupture de l'anonymisation des tweets et autres moyens de communication. Ce n'est pas normal. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi à n'importe qui. Vous savez, il y a une très belle, et j'en finis, mais il y a une très belle vidéo où on voit 2 chiens séparés par une barrière. Et ils sont là. Ah oui, j'ai vu. Ils sont là, ils hurlent l'un contre l'autre, la barrière s'ouvre. Et en fait, finalement... Et ils se retrouvent. Ben, c'est ça. Oui. Et donc, arrêtons de pousser à ce délire verbal de méchanceté, d'ignominie. Enfin, je n'ai pas de mots assez durs pour attaquer. Et moi, je milite pour qu'on demande que véritablement chacun puisse être repéré lorsqu'il s'exprime. Vous expliquez que nos choix instantanés sont en fait la reproduction de nos expériences passées, que 99% de nos actions sont basées sur ce mode de reproduction. Donc, on a seulement 1%. Pour créer, inventer librement, mais j'ai presque envie de dire, quelle est la place du libre arbitre du point de vue du médecin? Il est très faible. Il est très faible. Éternelle question, hein, Non, mais bien sûr, Olivier. Mais effectivement, nous fonctionnons à partir de nos cartes mémorielles. C'est comme ça qu'on arrive à être bon. Et donc, quand quelque chose arrive... C'était la pensée intuitive dont vous parliez. C'est Kahneman et Tversky, la pensée rapide et thinking fast and slow. Voilà. Mais quand on est dans une situation donnée, immédiatement, nos cartes reviennent, nos mémoires reviennent, nos replays, et pour retrouver une situation à peu près identique et nous dire... Et me présenter à ma conscience. Ma conscience, ce n'est que de dire oui ou non à ce que mon cerveau fait. Il le fait avant. Vous l'avez expérimenté. Combien de fois les idées sont venues comme ça? Vous n'y réfléchissez pas, l'idée arrive. Elle est devant vous, là, comme ça. Vous ne l'avez pas réfléchi. Donc c'est ça, votre 1% de conscience, c'est de dire oui ou non aux idées qui vous sont apportées par cette machine cérébrale inimaginable qui reprend toutes les sensations internes, toutes les sensations de votre environnement présentes, plus tout ce que vous avez engrangé comme sensation interne et comme sensation de l'environnement passé. Nous sommes des êtres du passé qui vivons de l'avenir. Ça ferait une belle conclusion, sauf que j'ai une question au final, qui est la question signature de Sapiens. Pourquoi choisit-on de devenir médecin et puis de s'intéresser ensuite à ces questions du temps? Alors, pourquoi je suis devenu médecin? Parce que peut-être j'étais d'une famille de médecins. J'étais d'une famille de médecins et de religieux. Et donc on était une famille... on rentre en médecine comme en religion. Oui, non mais c'est vrai. Non mais on était d'une famille qui aimait s'intéresser aux autres, probablement. Donc j'ai suivi, mon père était médecin, je n'ai pas fait la même spécialité. Et j'ai hésité, figurez-vous, entre psychiatrie et chirurgie, les 2 extrêmes. Un regret? Non, j'ai opté pour la chirurgie et l'urologie, parce que l'urologie s'occupe du sexe, et il y a beaucoup d'implications psychologiques et psychiques. Donc j'ai trouvé un petit peu... Et puis la deuxième raison pour ce livre, c'est que quand vous opérez, vous êtes dans les battements, vous voyez les organes vivre. Ils ont leur rythme. L'intestin, le cœur bat, tout respire. Les organes bougent au rythme respiratoire, au rythme de la vascularisation. Donc j'ai toujours été dans les rythmes. Et puis je suis un fanatique de jazz. Donc j'étais bassiste dans un petit orchestre, mais c'est très important. J'étais celui qui donnait le rythme avec ma grosse contrebasse. Et donc j'ai toujours vécu dans la pulsation, dans la rythmicité. Oui, c'est comme ça, parce que le monde est fait de rythme. Dont on parlait au début. D'où la sensibilité, évidemment, aux pertes de rythme, au rythme trop rapide, ou au mauvais rythme. Bien, merci beaucoup, Guy Valencien. Voilà, je vous en prie, et ravi d'avoir échangé avec vous, cher Olivier.